de la mi-journée. Souleymane Niang. Un seul titre dans ce journal, le décès du président du Conseil constitutionnel, le magistrat Mamadou Badio Camara. Nous reviendrons sur son mandat marqué ces 3 dernières années par de nombreuses péripéties politico-judiciaires. Vous entendrez les témoignages d'amis, d'anciens collègues unanimes sur les qualités professionnelle et humaine du défunt. À suivre également le témoignage de simples citoyens qui ont croisé le chemin du juge constitutionnel près du siège de l'institution, un laveur de voitures et une vendeuse de beignets. Et puis le décès du président du Conseil constitutionnel, une triste première. Nous verrons ce que prévoient les textes. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des violences faites aux enfants et de la protection de l'enfance au Sénégal. À la mise en onde de cette édition, Alioune Ba. Souleymane Niang. Le Sénégal à nouveau endeuillé. Le président du Conseil constitutionnel est décédé ce jeudi à Dakar. Mamadou Badio Camara dirigeait la plus haute juridiction du pays depuis moins de 3 ans dans un contexte difficile avec beaucoup de tensions et de pression sur les juges constitutionnels. Anna Rocha. Il y a eu une demande d'avis sur l'éventualité d'un 3e mandat. L'avis a été donné très rapidement sur l'impossibilité de briguer un 3e mandat compte tenu de la disposition constitutionnelle qui règle le problème. C'est sa dernière prise de parole publique. En novembre 2024, invité en France dans le cadre de la Nuit du droit, organisée par le Conseil constitutionnel français, Mamadou Badio Camara s'exprimait sur les troubles qui ont précédé la présidentielle de mars 2024. En rendant son avis sur l'éventualité d'un 3e mandat, le Conseil constitutionnel a sans doute influé sur la décision du président Macky Sall de renoncer à une 3e candidature. Certains saluent la pertinence de ses propos, d'autres y voient un peu de malhonnêteté, car 5 mois plus tôt, le président du Conseil constitutionnel félicitait Macky Sall d'avoir justement renoncé à ce 3e mandat. Nous sommes le 2 avril 2024. Il profite de la cérémonie de prestation de serment du nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye, pour solder ses comptes avec les détracteurs de la plus haute juridiction du Sénégal. Le Conseil constitutionnel, face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser par des moyens non conventionnels, a, au nom du peuple, dit le droit sans haine ni crainte. C'est le 1er septembre 2022 que Mamadou Badio Camara est nommé président du Conseil constitutionnel dont il était déjà membre depuis 2021. Produit de l'ENA, l'École nationale d'administration et de la magistrature, il a eu une longue carrière au sein de la justice sénégalaise, plus de 40 ans. Il sort diplômé de l'ENA en 1977 et démarre sa carrière à Dakar comme substitut du procureur. C'est en 2008 qu'il intègre la Cour suprême au sein de laquelle il occupera plusieurs postes. Il a également travaillé pour les Nations Unies et pour l'Organisation de la francophonie avant donc de terminer sa carrière au Conseil constitutionnel, institution hautement sensible, objet de nombreuses attaques. Anna Rocha, venons-en maintenant au témoignage sur les disparus, à commencer par celui d'un ancien vice-président du Conseil constitutionnel qui a travaillé avec Mamadou Badio Camara. Le professeur Seydou Nouroutal pleure un homme d'État, un meneur d'hommes très pieux et conscient de ses devoirs. Il est avec Georges Déthié Diop. C'était un grand homme. Malheureusement, au Sénégal, on était les grands hommes que quand ils ont disparu. C'est quelqu'un qui a été vraiment à la plus haute station de la magistrature. Un homme vraiment donc très pieux, très conscient de ses devoirs. Il a été président même de plusieurs comités des Nations Unies. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et il a eu à faire un travail de très haut niveau dans certaines organisations internationales. Sans compter que c'est quelqu'un qui aussi a gravi tous les échelons de la magistrature. C'était un homme bien, un homme qui savait manager, comme on dit, un meneur d'hommes. C'est-à-dire quelqu'un qui sait manager les susceptibilités de chaque personne et évidemment il était à l'écoute de tous les membres du Conseil constitutionnel. Effectivement, j'ai eu à travailler avec lui entre 2021 et 2023 lorsque on s'est retrouvé au Conseil constitutionnel d'abord comme vice-président du président Sako.
ainsi comme vice-président du président Badio Camara. Ce que je peux dire sur l'homme, c'est que vraiment c'était quelqu'un d'affable, quelqu'un vraiment de haute estime, de haute considération. Comme on dit, c'est quand on se rapproche d'un homme qu'on sait quelle est évidemment sa personnalité, quel est son engagement. C'était vraiment un homme d'État. Quand on dit un homme d'État, c'est un homme évidemment qui sert l'État et qui sert l'État avec évidemment toutes ses forces physiques comme mentales. Voilà ce que je pouvais dire par rapport évidemment au président Badio Camara et à son âme, et que le Tout-Puissant l'accueille dans son plus haut paradis. Autre témoignage, celui de l'ancien ministre de la Justice, Maître Malick Sall, qui retient de lui un magistrat engagé, un homme d'État, et Abdoulatif Coulibaly qui parle d'une grande perte pour la nation tout entière. Boubacar Dieng. Je suis bouleversé. Maître Malick Sall est affecté d'avoir perdu un ami et frère. L'ancien ministre de la Justice témoigne un homme d'État, un républicain. Badio Camara, c'est un frère et un ami personnel, frère et un ami. Un magistrat particulièrement courageux, ça je peux en témoigner, particulièrement courageux. Un magistrat qui savait prendre ses responsabilités et un magistrat que la mort ne surprend pas. Il s'attendait à ce jour-là. Et loyal, j'ai rarement vu un magistrat aussi loyal que Mamadou Badio Camara, un serviteur de l'État, un républicain. Vraiment, quand on cherche l'exemple d'un magistrat, moi, j'ai les deux, Badio Camara, paix à ton âme, et Cheikh Tidiane Coulibaly, qui vivent longtemps. L'ancien journaliste Abdoulatif Coulibaly, par ailleurs ancien ministre de la promotion de la bonne gouvernance et porte-parole du deuxième gouvernement d'Abdoul Mbaye sous Macky Sall, a connu personnellement le défunt président du Conseil constitutionnel. Moi, personnellement, j'avais des relations personnelles avec lui, c'est très bien. Bien avant même que je devienne policier, et surtout des journalistes, mais des questions de droit que j'ai vu pour lui. J'ai fréquenté Badio Camara d'une certaine manière, très bon magistrat, très bon pénaliste, après les jugements de ses pairs pour le magistrat sénégalais. Pour nos condoléances à la nation sénégalaise et à sa famille éplorée. Le défunt Mamadou Badio Camara, décédé à l'âge de 73 ans, avait été nommé président du Conseil constitutionnel en septembre 2022 sous le régime de Macky Sall. Il était également ancien procureur général près la Cour suprême. Depuis 2011, il était membre du Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées. Toujours au sujet du décès du président du Conseil constitutionnel, notre reporter s'est rendu ce matin dans les locaux abritant l'institution. Certes, l'accès lui a été interdit, mais Fama John a rencontré des citoyens, dont un qui a côtoyé l'homme. Il parle d'une grande perte pour le Sénégal. Voici son reportage. La rue abritant le siège du Conseil constitutionnel est comme à son habitude, calme. Si ce n'est les gazouillements des oiseaux, ce sont les bruits des sirènes que l'on entend. Sauf que quelque chose a changé. L'institution a perdu son président, Mamadou Badio Camara, juste à l'entrée du bâtiment, malgré le bel accueil du gendarme. Chef, Chef, ça va? Je m'appelle Fama John. Je suis journaliste à la RFM. Avec le décès du président, on était venu pour voir ses collaborateurs. Nous sommes gentiment priés de quitter les lieux. D'accord. Dans la ruelle qui fait face, nous rencontrons Moussa. Le jeune est en train de laver une voiture. Il a une fois offert ses services au défunt président qui s'est montré généreux à son égard. Personnellement? Début 2024, le siège du Conseil constitutionnel était le point de rassemblement des journalistes avec la validation des candidatures à l'élection présidentielle. Diana Bawad, vendeuse de beignets, s'en souvient. À l'époque, son chiffre d'affaires avait connu un grand bond. Les journalistes achetaient ici en l'attendant. Je voyais de l'avantage. J'avais des clients. Vous avez appris son décès ce matin? Tout de suite. Le Conseil constitutionnel a perdu son président, Mamadou Badio Camara, qui était à la tête de l'institution depuis 2022. La perte d'un président du Conseil constitutionnel, c'est une triste première, mais l'institution a été endeuillée à plusieurs reprises dans son histoire. Nafissatou Silla.
Dans l'histoire du Sénégal, c'est une première de perdre un président du Conseil constitutionnel, celui qui dirige la plus haute instance du système juridique. Mais aussi, on a connu des membres du Conseil constitutionnel qui sont décédés en cours de mandat. Récemment, en janvier 2021, Boussou Diao Fall, membre du Conseil constitutionnel, est décédé. En mai 2013, on se rappelle de Mohamed Sonko, aussi décédé à Paris. Il était membre du Conseil constitutionnel. Et l'on se rappelle aussi de la mort tragique du vice-président du Conseil constitutionnel, Babacar Seye, en 1993. À la même année aussi, l'on a constaté la démission du juge Kéba Mbaye, qui a été le président du Conseil constitutionnel de 1990 à 1993. Si l'on se réfère à la Constitution, le Conseil constitutionnel est composé de 7 membres avec des missions très précises, tous nommés par décret pour 6 ans non renouvelables, dont un président et un vice-président. Ces membres sont choisis parmi les magistrats ayant exercé une haute fonction à la Cour suprême ou à la Cour d'appel. Les professeurs titulaires de droit, les inspecteurs généraux d'État ou encore les avocats avec au moins 25 ans d'ancienneté. Aussi, il ne peut être mis fin à leur mandat avant expiration ou sur leur demande en cas d'incapacité physique, mais seulement conforme à l'avis du Conseil, qui aura dûment constaté l'empêchement d'exercer sur une durée de 60 jours. Au-delà, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé. Selon la loi organique de 2016, le membre du Conseil constitutionnel nommé pour remplacer un membre dont le poste est devenu vacant achève le mandat de celui-ci à l'expiration de ce mandat, mais aussi il peut être nommé pour accomplir un autre mandat de 6 ans. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le rappel à Dieu de Mamadou Badio Camara, le président du Conseil constitutionnel, ce jeudi, en attendant d'y revenir plus largement dans nos prochaines éditions, 12h12. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Le reste de l'actualité avec ce communiqué de la gendarmerie repris par certains médias et qui fait part de l'arrestation hier d'un individu qui était activement recherché par le Bureau central national d'Interpol Gambie. Il s'agit du nommé BD. Il était recherché depuis 2021 pour des faits présumés de meurtre suivi d'évasion. Le fugitif, selon le communiqué, s'était réfugié au Sénégal dans le village de Samboulandian, commune de Kataba 1 dans le secteur de Djouloulou. C'est suite à une demande officielle transmise par le bureau Interpol basé à Banjul que les forces sénégalaises ont été mobilisées. Après son arrestation, l'homme a été remis aux autorités gambiennes le jour même, hier donc, conformément selon le parquet sénégalais, une arrestation qui illustre la coopération étroite entre le Sénégal et la Gambie, notamment contre la criminalité frontalière, conclut le communiqué de la gendarmerie. Restons dans le sud du pays avec les habitants de la commune de Sareyoba, située sur la RN6 dans le département de Kolda, qui réclament la construction de leur poste de santé l'érection de leur poste de santé en centre de santé. Ils réclament aussi un lycée et un stade municipal pour mieux doter leur commune en infrastructure. Abdoulaye Diallo. La contrée du Diega, située dans le département de Kolda, polarise une quarantaine de villages. Les habitants de cette zone réclament l'érection de leur poste de santé en centre de santé. Boubacar Diallo, maire de la commune de Sareyoba, porte la parole de ces populations. Surtout d'abord avoir un centre de santé, parce que quand même, Sareyoba dépasse maintenant un poste de santé. Le poste de santé polarise plus d'une quarantaine de villages. Vraiment, c'est l'occasion pour nous de lancer un plaidoyer au niveau du ministre de la Santé pour nous doter Sareyoba d'un centre de santé. Nous avons une RN6. Qui parle de RN6 parle de fréquentation, de véhicules, parle d'accidents. Tout récemment, il y a eu 2 ou 3 accidents de la circulation au niveau de Sareyoba, au niveau de Saremansali. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de rendre un hommage à mon ami Omar Issa Baldé qui a perdu son fils il y a moins de 2 mois sur la base d'un accident. Donc vraiment, nous avons aujourd'hui comme besoin d'avoir un centre de santé. À quelques semaines de l'ouverture de la prochaine campagne agricole, le manque de matériel agricole entre leur sommeil. Également, sur le plan de l'agriculture, être accompagné, parce que nous avons des paysans, nous avons besoin d'un tracteur. Parce que Sareyoba est l'une des rares communes qui n'a pas de tracteur. Et c'est pas normal, c'est inadmissible. Pour l'éducation et l'épanouissement des jeunes de cette contrée, la construction d'un lycée digne de son nom et d'un stade municipal y est indispensable. Le deuxième besoin également, c'est d'avoir un stade municipal digne de son nom. Vous avez vu ce monde qui est là. Aujourd'hui, nous avons dépassé ces aires de terrain. Mais également, ce lycée doit être renforcé parce que nous avons au moins une dizaine d'abris provisoires.
c'est pas normal. Nous sommes au 21e siècle. Donc c'est l'occasion également pour nous de lancer un appel au ministre de l'Éducation nationale pour lui demander de doter Sarajevo au moins de lycées performants. Ces déclarations ont été faites à l'occasion de la Coupe du maire de Sarajevo qui a été un moment intense de retrouvailles, de communion, de partage et d'échange entre plusieurs acteurs et fils de la localité. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Rendons-nous à présent à Darou Mbap, un village situé dans la commune de Ngayen Sabah qui fait face à un manque d'eau potable. Parfois même, les habitants sont obligés de se rendre en Gambie pour se ravitailler en eau suffisante pour qu'ils interpellent à nouveau les autorités. Fatoumbo. Depuis des décennies, les habitants du village de Darumbap sont à la recherche du liquide précieux. Ils s'indignent et dénoncent le manque de considération à leur égard. La plupart de leurs problèmes, c'est de l'eau potable. Et un village comme Darumbap a vraiment besoin d'eau potable pour servir la population. Nos mamans, nos grandes sœurs, nos petites sœurs sont très fatiguées. Cette pénurie persistante d'eau oblige les femmes à se tourner vers les puits. Elles déplorent le fait que leur village ait été oublié, rayé de la carte du département de Nioro. Ici, on puise dans des puits de 42 mètres sur sol. Nous sommes très fatigués dans cette situation et nous demandons de l'aide depuis des décennies. Et jusqu'à présent, nous n'avons eu aucun effort par les différents États passés ici. Obligé d'aller puiser en Gambie, Baba Carlo, responsable des jeunes, réclame la construction d'un forage pour soulager les populations et l'interpelle directement le ministre Cheikh Tidiane Dièye. On en a vraiment assez du manque d'eau potable. Nous sommes même obligés de nous rendre en Gambie pour chercher de l'eau. Vous voyez, nous réclamons vraiment la construction d'un forage, raison pour laquelle nous alertons le ministre Cheikh Tidiane Dièye de la situation actuelle de Darumbap. Plus de 7000 habitants de Darumbap sont sur le qui-vive. L'eau potable, un bien aussi essentiel que vital, fait cruellement défaut au quotidien dans le village. Fatou Darumbap, Radio Futur Média. À 12h17, évoquons la qualité dans l'enseignement supérieur privé qui est au cœur des débats suite aux propos du ministre Abdourahmane Diouf sur la centaine d'établissements supérieurs privés n'ayant pas respecté les conditions d'agrément et d'habilitation. Les acteurs des établissements autour de la CPS, la conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur, s'en lavent les mains. De la qualité, il y en a dans les universités privées, font-ils savoir. Et s'il y a des manquements, l'État n'a qu'à faire le nécessaire. La CPS était en assemblée générale. Compte rendu, Koumba Sandiane Faye. L'enseignement supérieur privé fait des performances en termes d'assurance qualité. Pour ce qui est des habilitations acquises, le taux est de 68%. La conférence des établissements privés de l'enseignement supérieur se veut claire. En son sein, 30 établissements qui remplissent tous les conditions d'agrément et d'habilitation. Docteur Jean-Marie Latirsen est le président de la CPS. Il y a au moins 70% de réussite par rapport aux habilitations. Maintenant, c'est un processus qui est nouveau au niveau du Sénégal. Il y a des établissements qui ont eu des agréments provisoires, qui ont eu des agréments définitifs et qui ne sont pas allés vers l'habilitation. Pour ce qui est de la centaine d'établissements privés supérieurs n'ayant pas rempli les conditions, la CPS dégage ses responsabilités. C'est à l'État d'assainir. Si on regarde de manière globale, la majorité des établissements d'enseignement supérieur privé sont en règle. C'est le ministère qui a le pouvoir régalien de mettre de l'ordre. Nous, on ne peut qu'aider les gens pour qu'ils puissent se mettre dans les dispositions. Malgré certaines difficultés, le contrôle est là avec l'accompagnement de l'ANAQSUP. Docteur Abdoussen est le directeur de l'enseignement supérieur privé. Sortons. L'enseignement supérieur du Sénégal est de très bonne qualité. En témoignent les résultats donnés par l'ANAQSUP. Nous avons recensé environ 131 programmes de licence qui sont déjà accrédités, 79 programmes de master qui sont accrédités, 8 programmes de doctorat d'exercice accrédités et 2 programmes de doctorat d'ingénieur de conception qui sont accrédités. L'ANAQSUP appelle les établissements d'enseignement supérieur privé à mieux faire des efforts pour ce qui est du processus de régularisation. La CPS, à travers son assemblée générale, sensibilise ses membres pour davantage s'imprégner de l'assurance qualité.
RFM. L'actualité internationale. Le journal international à la présentation, Georges Détié Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Nouvelle tournure dans l'affaire du drone malien détruit par l'Algérie. Bamako a ouvert une information judiciaire, une annonce du procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Koubassane Faye. Dans un communiqué rendu public le 8 avril 2025, le procureur de la République a annoncé l'ouverture d'une enquête sur des faits présumés d'association de malfaiteurs, d'actes de terrorisme, de financement de terrorisme, de détention illégale d'armes de guerre et de munitions et de complicité. L'affaire concerne un drone malien abattu dans la nuit du 31 mars au 1er avril à Tanzawatine dans la région de Kidal. Le magistrat Amadou Bokar Touré a précisé que les investigations visent à identifier et interpeller les présumés auteurs et complices de l'incident, appelant la population à contribuer à l'enquête par toute information utile. Sur le plan diplomatique, la tension est montée d'un cran. Le 7 avril, les autorités maliennes ont fermé leur espace aérien à tous les vols civils et militaires en provenance ou à destination de l'Algérie. Cette mesure répond à une décision similaire prise quelques heures plus tôt par Alger qui accuse Bamako de violations répétées de son espace aérien, notamment les 27 août et 29 décembre 2024. Le gouvernement malien de son côté accuse l'Algérie de soutenir des groupes armés terroristes, des accusations que les autorités algériennes rejettent vigoureusement, qualifiant la junte malienne de clique putschiste, un ton qui a conduit aujourd'hui au rappel des ambassadeurs non seulement entre Bamako et Alger, mais aussi avec Ouagadougou et Niamey, membres de l'Alliance des États du Sahel. Alger et Bamako ont par ailleurs chacun de son côté sollicité le Conseil de sécurité de l'ONU dans le cadre de la crise diplomatique qui les oppose. Chaque pays a transmis au Conseil de sécurité son communiqué sur la destruction du drone militaire malien. Tentative de coup d'État en République démocratique du Congo en 2024, les 3 ressortissants américains précédemment condamnés à mort en RDC, officiellement inculpés par la justice fédérale américaine. Les charges incluent notamment conspiration en vue d'utiliser des armes de destruction massive, complot visant à bombarder des installations gouvernementales, tentative d'enlèvement de personnes à l'étranger. La Tanzanie, pour terminer, le leader de l'opposition Tundu Lissu, arrêté après avoir pris la parole lors d'un rassemblement de son parti, le Chadema, rassemblement qui a été dispersé par la police. Il aurait été placé en détention avec plusieurs membres importants de son entourage à Mbinga dans la région Rouvouma dans le sud du pays. Merci Georges Détié Diop à 12h22. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des violences faites aux enfants et de la protection de l'enfance au Sénégal. Comment combattre ces violences et comment renforcer la protection de l'enfance? Pour tenter de répondre à ces questions, nous serons avec Madame Fatouba, directrice des droits et de la protection de l'enfant au ministère de la Famille et des Solidarités, et Madame Justine Laison, secrétaire exécutive de la CONAF, la Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Sénégal contre Côte d'Ivoire de ce vendredi à la CAN. Les deux camps sont mobilisés. Les deux camps sont mobilisés pour disputer de la meilleure des façons ce quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Le Sénégal, meilleure défense face à l'une des meilleures attaques de la compétition. Les Ivoiriens disent vouloir continuer leur marche en avant au moment où les Sénégalais ont pris la ferme résolution de les stopper pour passer en quart de finale, en demi-finale plutôt, sur le Tchad. Le Sénégal, en tant que tenant du titre, croise encore une fois la Côte d'Ivoire sur son chemin, comme ce fut le cas lors de la dernière CAN chez les seniors. Mais pour cette petite catégorie, l'un des défenseurs des Lionceaux souligne qu'ils ne se laisseront pas faire. Ibrahima Aïdara. C'est un match très important pour nous. On est conscient de ce qui nous attend et on est prêt. On est conscient qu'on n'a pas marqué beaucoup de buts dans les phases de groupe. Mais il y a nos coachs qui sont là, qui cherchent toujours à nous faire progresser. Avec une attaque prolifique, la Côte d'Ivoire, qui a déjà battu le Mali, veut mettre le Sénégal dans le même sac, selon l'un de ses attaquants, Yanis Touali, qui magnifie également la visite du sélectionneur de l'équipe ivoirienne, MRC Faye.
motivé sur le terrain. Personnellement, on jouerait dans le même état d'esprit qu'au match précédent. On va continuer de mettre en application tout ce qu'on avait commencé depuis le départ. Mais tout ceci n'ébranle pas l'un des défenseurs des Lionceaux, Ibrahima Aïdara. Un match de football, ça se joue sur le terrain et on est prêt. C'est un rendez-vous africain. Comme a l'habitude de le dire notre coach, nous on ne joue pas les noms. Un match de football, ça se passe sur le terrain, c'est 11 contre 11. Et là, c'est à nous d'écrire notre propre histoire et on est prêt, Inch'Allah. Les Lionceaux ont quitté El Jadida ce jeudi matin pour rallier Casa, là où ils vont retrouver leur adversaire, les Ivoiriens. Soda Thiam, Casablanca, Maroc, Radio Futur Média. Le football, la suite des quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Aujourd'hui, l'équipe des Builders se joue contre Étoile Lusitana. Ce sera à Grand Yoff. Hier, Génération Foot a battu Walidane par 1-0. Guelwaar a surclassé également le Dakar University Club sur le même score. A noter également que le Jaraaf s'était qualifié lors de la première journée de ces quarts de finale en battant la RSU sur le score de 3-2. Le football en Europe, Ligue Europa, Tottenham de Martar Sarr joue contre Francfort. Lyon de Niakhaté défie l'équipe de Manchester United. Les Glasgow Rangers défieront tout à l'heure l'équipe d'Atlético Bilbao. Basketball à présent, l'AS Ville de Dakar ouvre ses portes à la jeune génération. Ce sera les 12 et 13 avril prochains. 31 équipes de petite catégorie vont participer à un camp initié par l'équipe de l'AS Ville de Dakar qualifiée pour la prochaine Basketball Africa League. Objectif, initier les jeunes au haut niveau et détecter des talents. Moustapha Gaye est le directeur technique de l'AS Ville de Dakar. Ce tournoi, il existe pour donner la possibilité aux jeunes de jouer au basketball et ensuite leur expliquer les opportunités qu'ils auront avec une nouvelle formule de la basketball africaine. Je pense que ça va être un camp, 2 journées de 9h à 18h où on aura beaucoup de basket et on va expliquer aux enfants ce que c'est la basketball africaine, quelles sont les opportunités qui peuvent se présenter. Donc c'est une journée de sensibilisation et d'éducation pour tous ces jeunes qui jouent au basket en catégorie cadet. Alors, comment ça va se passer? Parce qu'en 2 jours, vous avez presque une trentaine d'équipes. Quelle formule de match vous allez mettre en place pour permettre à tout le monde de jouer? Non-stop, non-stop, la formule va être non-stop avec des matchs que la Ligue qui est notre organe opérationnel va mettre en place. Le programme est sorti, le calendrier est ficelé parce que les jeunes auront des occasions de jouer en non-stop toute la journée de 9h. Vous avez évoqué tout à l'heure les opportunités que la Basketball Africa League offre à ces jeunes. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ça? Vous savez, ça, nous on a des jeunes, on a des jeunes joueurs qui nous ont motivés à continuer à jouer parce que c'est le rêve. On a tous rêvé de voir quand on voyait nos aînés s'épanouir sur le terrain. On a rêvé de faire comme eux et ça a été une issue de motivation. Aujourd'hui, le basketball a évolué sur tous les plans, sur le plan socio-économique. C'est comme ça qu'il faut donner aux enfants, leur expliquer, vraiment leur dire qu'ils peuvent rêver un peu de pouvoir vraiment tirer tous les profits de la population de la basketball africaine. L'équipe de l'AS Ville de Dakar qui va défendre les couleurs du Sénégal à la prochaine Basketball Africa League. Le regroupement de l'équipe démarre lundi prochain. Merci Malal Junior Diagne. La revue de presse avec Youssouf Bodian. Bonjour. À la une, le décès du khalife général des Layènes, Serigne Makhtar Thiaw-Laye, survenu dans la nuit de mardi au mercredi, était âgé de 73 ans. Le phare de Yoff s'étend, titre l'Observateur. Le journal le décrit comme un homme de paix, de sagesse et d'équilibre dont la mémoire a été saluée par autorités étatiques, figures politiques de tous bords, mais aussi les guides religieux musulmans et chrétiens. Le Soleil parle de l'éclipse d'un guide effacé et relaie les hommages du président de la République et de son premier ministre. Source A fait remarquer que le défunt khalife des Layènes était un artisan de la paix. Son frère Mamadou Lamine Thiaw, nouveau khalife général des Layènes. L'info ajoute que le 7e khalife a été le porte-parole de son prédécesseur. Il incarne, selon le journal, la rigueur et la spiritualité. En politique, l'opposition parlementaire boycotte le Premier ministre. C'est à propos de la séance de questions d'actualité au gouvernement qui était initialement prévue ce jeudi, mais reportée suite au décès du khalife général des Layènes. L'opposition boycotte, la majorité reporte. Note Sud Quotidien. Pastef déjoue les plans de l'opposition, estime Walfadjri. La minorité boude Sonko et tire sur El Malik, note l'info. Un garça parlementaire selon Source A qui rapporte les propos du député non inscrit Thierno Alassane Sall, je cite: le président de l'Assemblée nationale, par ses commentaires intempestifs et désobligeants, viole de façon outrancière le règlement intérieur. Fin de citation. L'autre raison du boycott est évoquée par Maître Aïssata Tall Sall. La présidente du groupe parlementaire de l'opposition, Takou Walou, estime que le Premier ministre ne vient à l'Assemblée nationale que selon sa propre actualité.
Maître Aïssata Tall Sall et Thierno Alassane Sall, qualifiés par le quotidien de voix de la résistance dans l'hémicycle face à l'hégémonie de Pastef. D'autres opposants au régime Pastef font la une du journal Enquête. Il s'agit de Madiambal Diagne, Amidou Anne et Yorodia, que le journal qualifie de rebelles des plumes. Enquête fait remarquer que les médias sont devenus leur champ de bataille politique. Le dernier rapport de la Cour des comptes refait surface. Dans Vox Populi, son premier président Mamadou Faye annonce des poursuites pénales et financières dont les dossiers sont déjà envoyés. Le magistrat ajoute que la contradiction entre la Cour et le ministère des Finances a été assurée. Dans Tribune, Mamadou Faye déclare que la justice va mener ses enquêtes selon ses propres procédures et son propre calendrier. Pendant ce temps, le présumé cambrioleur du Trésor a été arrêté. L'observateur qui donne la nouvelle ajoute que Msal a reconnu les faits avant de balancer son receleur, un certain Malaw activement recherché. Selon Libération, 2 suspects ont été formellement identifiés dans le cadre d'une enquête qui entre dans une phase décisive. Libération qui livre aussi à ses lecteurs les premiers éléments de l'enquête sur l'affaire d'un enfant violemment fouetté à Saint-Louis et dont la vidéo a été virale sur la toile. Un de ses oncles, Abdoulaye Diaraté, qui le fouettait, Arona Wade et Leti Ndiaye, qui maîtrisaient l'enfant de 15 ans, ont été cueillis par la police qui poursuit son enquête. En sport, Record consacre sa une au sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans, Pape Ibrahima Faye. Il déclare à la une du quotidien sportif du groupe Futur Média, je cite, « J'ai faim, je veux gagner quelque chose ». Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? 12h31, bienvenue dans notre rubrique Point de vue pour débattre des violences faites aux enfants et de la protection de l'enfant au Sénégal. Prétexte, vous l'avez entendu dans la revue de presse, ce garçon de 15 ans qui a subi des sévices corporels du fait de personnes sous la tutelle desquelles il était placé. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec Madame Fatouba, directrice des droits et de la protection de l'enfant au ministère de la Famille et des Solidarités. Madame Fatouba, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes également en direct et en ligne avec Madame Justine Laison, secrétaire exécutive de la CONAF. La CONAF, c'est la Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant. Madame Justine Laison, bonjour. Bonjour, monseigneur. Alors, je commence avec vous, Madame Fatouba, en revenant sur cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours. À Saint-Louis, donc, ce garçon qui a été fouetté par prétendument ses oncles et avec la complicité d'autres proches dans la maison où il était placé par ses parents. Alors, d'abord, est-ce l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire est-ce que le phénomène des violences exercées sur les enfants est un phénomène beaucoup plus ancré dans notre société, ou est-ce un phénomène qui a tendance à diminuer puisqu'on entend de moins en moins ces affaires comparativement aux années passées? Comment évolue ce phénomène dans notre société selon vos statistiques et les informations dont vous disposez? C'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, hein, comme vous l'avez dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que ce qui s'est passé à Saint-Louis et dont nous avons eu des informations à travers les médias et d'autres personnes ressources qui nous ont envoyé les vidéos, nous avons vu quelque chose d'inhumain, d'inqualifiable qui se passe chaque jour dans les maisons, dans les familles, alors que ce sont les lieux de sécurité, ça doit être les lieux de sécurité de ces enfants. Donc, à l'instant où on parle, beaucoup de campagnes ont été menées, mais jusqu'à présent, on se cale à des obstacles qui ne nous permettent pas d'identifier toutes ces formes de violence. Madame Baz, la particularité de cette affaire, c'est que contrairement à plusieurs autres où les bourreaux, entre guillemets, étaient des personnes un peu extérieures à la famille de la victime ou des victimes, ici, il s'agit de proches de l'enfant. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire qu'en tout temps, pour toutes les formes de violence, les bourreaux, ce sont les premiers parents de la victime. C'est aux alentours de la victime. Donc, ça se passe souvent dans les maisons.
et que ce sont ces personnes-là qui sont les bourreaux de ces victimes, qui sont de ces enfants qui subissent tous les jours de violence, de toutes les formes de violence, les abus, les exploitations. Alors ça, on doit aussi en parler. Peut-être que par rapport au gouvernement du Sénégal qui a beaucoup fait par rapport à ces violences, qui a mené beaucoup de campagnes de sensibilisation à travers les médias, des dialogues communautaires et surtout aussi des campagnes de sensibilisation par rapport à ces violences. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce point. On a vu que les violences ne cessent de diminuer. Ça augmente de plus en plus et qu'il nous faut, nous tous, de même que l'État du Sénégal, la communauté, la société civile, tous, nous devons s'unir pour lutter contre ces violences qui sont faites aux enfants. N'est-ce pas? Madame Justine Leson, je rappelle que vous êtes la secrétaire exécutive de la Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant. Madame Ba vient de le dire, malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les débats qui sont posés, les actions qui sont entreprises par le gouvernement, le phénomène s'amplifie dans notre société. Qu'est-ce qu'il faut changer pour renforcer l'efficacité de la lutte contre les violences exercées sur les enfants? Comment faire pour renforcer la protection de l'enfant dans notre société? Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'organisation de la société civile, dans ce domaine-là? Merci beaucoup, M. Niang. Je vais déjà vous remercier pour l'invitation et rejoindre un peu Mme Fatouba concernant l'ampleur de cette violence. Donc, il faut déjà rappeler que ça porte sur les châtiments corporels. Et en 2006 déjà, le Sénégal avait participé à l'étude mondiale sur les violences faites aux enfants avec des recommandations bien précises et il y avait des engagements qui étaient pris pour pouvoir contribuer à l'éradication des violences. Et la société civile également est impliquée dans cela, y compris les enfants eux-mêmes. Donc, pour votre question, je pense très clairement il faut d'abord que les lois soient appliquées. Je pense que dans le code pénal et dans le code de procédure pénale, il y a des dispositions qui sont prises concernant les châtiments corporels. Au-delà de cela, il y a même une mesure qui est prise au niveau scolaire pour éliminer les châtiments corporels. Mais cette mesure-là, elle reste simplement au niveau scolaire. Il va falloir l'étendre jusqu'au niveau famille parce qu'effectivement, les châtiments corporels dans les familles posent d'énormes problèmes et souvent les enfants en font les frais. Donc, pour moi, déjà, le fait de pouvoir appliquer les lois, c'est une chose. Rigoureusement, ça c'est une chose. Une autre chose, c'est vraiment, au-delà des campagnes que nous sommes en train de mener, c'est vraiment amener à ce que les enfants eux-mêmes puissent comprendre et prendre en charge ces questions de participation, de protection, d'autoprotection, parce qu'il y a des documents concernant l'autoprotection des enfants eux-mêmes, accompagnés maintenant par ou les organisations de la société civile ou l'État dans ses différents ministères ou si je prends la stratégie nationale de protection de l'enfant, avec ces différents leviers, on peut bien endosser ou permettre aux acteurs communautaires de pouvoir porter eux-mêmes cette question-là. Donc, pour moi, ce qui va changer la donne, c'est comment on amplifie, parce que les dénonciations devraient se faire partout. Il y a la résignation ou la résilience. D'ailleurs, dans le cas qui nous concerne ici, d'après les informations que nous avons, c'est une tierce personne, et il semblerait que ce soit un autre enfant qui ait filmé la scène avant de partager la vidéo. C'est un geste à encourager? Ça dépend. Oui, c'est un geste à encourager, mais il ne faut pas, le temps de filmer, l'enfant subit des châtiments. Donc je sais que nous, au niveau de Saint-Louis, effectivement, notre antenne qui est là-bas est vraiment impliquée dans ces différents cas qui eux-mêmes reportent auprès des institutions, parce que nous sommes en collaboration avec l'AEMO, en collaboration avec les services techniques de concentré.
Alors, il faut agir un peu plus tôt dans la prévention. Je vais en revenir. C'est pourquoi j'ai dit il faudrait mettre au cœur de tout ce travail-là les enfants d'abord. Ouais, parce l'autoprotection, comme vous avez dit. Voilà, ils peuvent discuter entre eux. Prévenir, il y a beaucoup de choses, par exemple, dans les écoles, c'est les enfants d'abord qui alertent. Donc, si on renforce les capacités des enfants sur ces questions-là, ça peut changer la donne. Il faut ajouter aussi que non seulement les enfants peuvent alerter, mais les enseignants, en général, ce sont les enseignants, en tout cas l'encadrement scolaire. Il y a une plateforme dans les écoles, par exemple, si je prends le ministère de l'Éducation nationale, il y a une plateforme qui prend en compte toutes ces questions de violence. N'est-ce pas? Et au niveau également du ministère de la Famille, il y a également des dispositions de ce genre-là, y compris le ministère de la de la justice. C'est comment coordonner tous ces efforts-là au niveau du ministère de la Santé. Déjà, il y a un mois, nous étions dans l'élaboration du deuxième rapport sur la situation, sur la prévention des violences à l'encontre des enfants, porté par l'OMS. Et cette question-là également de châtiment corporel est dedans. Ça veut dire que l'État, du point de vue de la mise en œuvre des lois ou des dispositions, il faut le faire, mais il faut élargir cette mesure sur le châtiment corporel. Que les violences aillent au-delà des écoles, que ça touche le niveau communautaire, les lieux d'apprentissage, dans les familles, et que tout le monde soit informé de ces lois-là. On vous a bien compris. Mais aussi parler avec les parents. On vous a bien compris. Il y a cette communication qui manque. Avec les parents. La culture de la violence appelle la violence. N'est-ce pas? Les enfants qui sont violentés vont perpétuer cette violence-là. On reviendra, si vous permettez, Madame Justine Leson, on reviendra justement sur l'impact de ces violences sur les enfants aujourd'hui et plus tard dans leur vie. Mais avant cela, sur la question de la prévention, Madame Fatouba, Madame Leson l'a dit, il faut agir un peu plus tôt au niveau communautaire, au niveau des établissements. Elle a salué toutes les initiatives, toute l'organisation qui est mise en place au niveau interministériel. Mais aujourd'hui, quand on prend la violence, notamment dans les domiciles, dans les familles, quels sont les mécanismes que l'État pourrait mettre en place dans la limite des moyens pour suivre l'évolution des enfants dans les familles? On sait que on ne peut pas faire comme dans d'autres pays où il y a une surveillance quasi permanente, mais quel est le minimum qu'on peut faire pour s'assurer que chaque enfant, dans le cadre familial ou en dehors, vit quand même en sécurité, disons? Effectivement, je rejoins Madame Justine Leson par rapport au travail de coordination que nous devons faire pour lutter contre les violences faites aux enfants et surtout le châtiment corporel dont elle vient de soulever. Et que peut-être que pour rappeler un peu qu'en mois de novembre dernier, l'État du Sénégal a fait des engagements au niveau de Bogota. Donc en partenariat, c'était l'OMS et l'UNICEF qui l'avait organisé en partenariat avec le gouvernement de Bogota, des engagements pour lutter contre le Sénégal, contre les violences faites aux enfants. Alors, donc au niveau du Sénégal, pour peut-être mettre en place des actions concrètes et mesurables par rapport à ces violences qui sont faites aux enfants, ils ont pris des engagements pour lutter contre ces violences, à savoir l'éducation parentale. L'éducation parentale a été mise en place, a été prise par le Sénégal pour éduquer les parents, la famille, la communauté par rapport aux violences qui sont faites aux enfants. Et aussi au niveau scolaire aussi. Ils avaient pris, le ministère de l'Éducation nationale aussi avait pris des engagements. Donc c'est toujours au niveau du gouvernement du Sénégal par rapport à la protection de l'enfant en milieu scolaire et aussi par rapport à l'intégration de la problématique des violences dans les curricula. Et aussi il y avait un quatrième engagement par rapport à un système d'information intégré. Comme vous le savez aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir des données probantes par rapport à la protection de l'enfant. Raison pour laquelle on avait pris des engagements et récemment on a fait le partage de ces engagements pour la mise en œuvre de cela et voir comment défendre sur le terrain
pour renforcer la sensibilisation au niveau de la communauté et au plus haut niveau pour que cette violence qui est exercée sur ces enfants. Il y a aussi la prise en charge de ces enfants, justement. Madame Laison évoquait tout à l'heure l'AMO de Saint-Louis et la collaboration qu'il y a entre la CONAF, la section régionale en tout cas, et les autres acteurs au niveau régional, dont l'AMO. Est-ce que les moyens sont là? Comment on prend en charge ces enfants-là? Est-ce qu'ils sont tous pris en charge dès lors qu'on sait qu'ils sont victimes de ces sévices corporels, de ces violences de toutes sortes? Oui, elle a tout de suite soulevé l'AMO qui est au niveau de Saint-Louis et partout d'ailleurs dans les autres départements aussi, parce qu'elle a dit tout à l'heure la SNPE, la stratégie nationale de protection des enfants, qui est une stratégie protéger les enfants et qui a une coordination qui est exercée par le ministère de la Famille et des Solidarités à travers la direction de la promotion des droits et de la protection des enfants. Et que dans chaque département, il était mis en place un comité départemental de protection de l'enfant et que les AMO en font partie. Voilà. Nous, quand on a su de cette affaire, nous avons contacté les autorités, nos points focaux, à savoir l'AMO, pour qu'on puisse voir comment faire pour régler ces situations. Et alhamdoulilah, ils ont pris à bras le corps cet enfant, ils l'ont protégé, ils l'ont sorti de cet endroit, vraiment. Et que par rapport à l'AMO aussi, ils ont en charge la prise en charge de ces enfants. Et que le ministère de la Santé a en charge la prévention. Et nous, à notre niveau, nous avons la charge de la communication et entre autres. Maintenant, c'est un travail, comme je le dis, de coordination par rapport à toutes ces sectorielles pour prendre en charge convenablement les enfants qui sont les violences qui sont faites sur les enfants. Voilà. Alors j'ajoute que les personnes qui sont citées dans cette affaire ont été interpellées et comme l'a dit Madame Justine Laison tout à l'heure, la justice fera probablement son travail s'il n'y a pas d'interférence ou de problème particulier à ce sujet. Justement, Madame Justine Laison, sur cette dimension traitement judiciaire des cas, même s'il s'agit de proches de l'enfant, parce que ça peut être une difficulté, et sur l'impact que vous aviez commencé à développer sur ce sujet, sur l'impact de ces violences sur les enfants. Mais d'abord, le traitement judiciaire, et ensuite on terminera avec vous sur l'impact sur les enfants. Madame Justine Laison? Oui. Voilà, concernant le traitement judiciaire, effectivement, ce que nous voyons, il y a quand même un traitement qui est fait quand le cas arrive au niveau de la justice. Mais combien de cas ne sont pas arrivés au niveau de la justice? Il y en a beaucoup. Donc, si un cas est arrivé au niveau de la justice, effectivement, l'AMO prend en charge avec tout le dispositif nécessaire parce qu'ils ont mis en place également des structures adaptées pour prendre en charge ces enfants-là. Mais ça ne suffit pas, justement, la question de la protection, elle englobe beaucoup de choses. Il y a le trauma. Comment l'enfant pourrait, après, les séquelles, après pourrait reprendre vie et jouir pleinement de ses droits. Ça, c'est un problème. Nous avons souvent des problèmes de chiffres. Nous ne connaissons pas exactement au niveau national le nombre d'enfants qui a été pris en charge du point de vue sanitaire, du point de vue psychologique, du point de vue protection globalement, du point de vue même sentiment, amour. Parce que ces enfants-là ont droit à tout ça là. Est-ce que tout ce dispositif-là, en même temps, est fait pour que cet enfant-là puisse jouir pleinement de ses droits? Merci. Il y a effectivement des efforts que nous allons dire, mais cet enfant-là peut avoir des problèmes plus tard. L'estime de soi peut même reprendre la violence, comme on dit, plus tard, si on fait le suivi de ces enfants-là. On va voir qui sont ces hommes ou ces femmes qui sont violents. Parce qu'effectivement, certainement,
dès le bas âge, ils ont vécu. Merci. Ces pratiques-là qui font que ils perpétuent la violence. Donc pour moi, il y a des expériences quand même de la société civile qui sont là, même si c'est au niveau des écoles, qui peuvent être généralisées à travers, par exemple, la discipline positive, où vraiment enseignants, élèves, parents, la communauté, ils créent les conditions pour prendre en charge et faire la surveillance nécessaire. Merci Madame Justine Laison. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ces expériences, parfois pilotes, qui ont fait leur preuve au niveau local. Je rappelle que vous êtes la secrétaire exécutive de la CONAF, Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant. Merci également à Madame Fatouba, directrice des droits et de la protection de l'enfant au ministère de la Famille et des Solidarités. Nous vous retrouverons toutes les deux dans la version Wolof de ce débat. À 12h50, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Barthélémy Ngom à la réalisation, à la mise en onde, Aliou Ba, à la production Abdou Thiam. À 13h, retrouvez Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes. Au revoir. vol yu gën a bari ngir dem ak dikk bu gën a yaatu ak programme de vol bu bees bu Air Côte d'Ivoire bii tukki leen nu mu leen neexe li ko tàmbale ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril ay vol yu jóge Dakar di egg